Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 7 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto. Sur l'actualité, on a quand même pas mal de choses à couvrir, et ensuite on reviendra sur les cours, notamment le BTC qui est en train de latéraliser. Pensez, est-ce que oui ou non c'est le moment d'investir sur les altcoins? On répond à tout ça maintenant. On va commencer par la liquidation de plus de 100 millions de dollars sur les exchanges centralisés suite à l'accélération haussière qu'on a connue en début de semaine, cette grosse accélération qui a entraîné une grosse liquidation, et on sait que dans tous les cas c'était poussé par du short squeeze, c'est juste validé maintenant sur les chiffres qui ont été donnés et qui ont été validés par CoinGlass sur le 6 décembre, donc ce qui est plutôt positif et qui nous confirme en effet la validation de l'hypothèse d'un short squeeze pour la dernière accélération que l'on a connue, qui était quand même relativement vénère. Ensuite on continue avec un des développeurs de Bitcoin qui nous explique qu'il est en train de corriger une des failles, et cette faille n'est rien d'autre que Ordinals et la possibilité de créer des BRC20, donc ces tokens qui sont l'équivalent des NFT sur Bitcoin mais qui ne sont pas vraiment des NFT, hein. Pour rappel, c'est l'équivalent d'un bon de reçu d'un post-it que j'écris directement et que je colle sur un BTC par exemple, enfin sur un Satoshi, c'est exactement ça les BRC20. Et il considère que c'est une ineptie, que c'est une attaque contre Bitcoin, et que il s'est occupé de la corriger dans la prochaine mise à jour, à suivre ce qui va se passer, voir si oui ou non l'ensemble des mineurs vont accepter cette mise à jour, et de quelle façon ça va être implémenté. Ça va être intéressant de voir que, comme on le soupçonnait, Ordinals va être directement un sujet de confrontation dans la communauté BTC. On continue dans les nouvelles avec quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. JP Morgan qui a fait une intervention hier pour expliquer que on lui demande au gouvernement tout simplement d'arrêter les cryptos parce que ça sert uniquement au crime et que ça ne sert à rien d'autre globalement. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que JP Morgan, pour rappel, en tout a reçu des amendes pour plus de 39 milliards de dollars pour des actions illicites, et que JP Morgan à côté utilise le JP Morgan Coin pour faciliter ses transactions. Et à côté, il explique que son seul et unique utilisation, donc à la crypto, c'est de faciliter le crime. Il va même plus loin, il dit s'il était le gouvernement, il terminerait en fait tout simplement l'ensemble des cryptos. Ce qui est intéressant, c'est que là, il définit la crypto et la blockchain, il fait cette séparation-là. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, JP Morgan utilise la blockchain, donc il a la technologie pour pouvoir faciliter ses transactions, et à côté, il définit que tout ce qui est autre qu'une banque qui utilise la technologie de la blockchain, donc sous-entendu les cryptos, bah ça ne devrait pas exister parce que c'est un ensemble d'arnaques. Et c'est vrai qu'ils ont été connus et reconnus pour un ensemble d'activités qui ne sont pas excessivement légales, et ce que j'aime bien, c'est que les 35 milliards, c'est juste la partie qui a été validé. Comprenez bien que par exemple JP Morgan était très proche de Madoff et a totalement fermé les yeux. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir la typologie de communication que l'on a et pourquoi on se retrouve avec cette typologie de communication au moment où on est en train de travailler vraiment une accélération haussière, au moment où on est en train de préparer l'arrivée des ETF spot sur BTC, et c'est vraiment important de voir le type de communication qu'on a de JP Morgan, même si on sait déjà depuis le début qu'il a jamais été pour la crypto, même si JP Morgan derrière, la banque, l'institution, développe des outils sur la blockchain. Donc c'est intéressant de voir cette dualité entre les deux. Dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire, la différence entre la crypto et la blockchain, parce que c'est très important pour moi. On continue avec justement une nouvelle derrière qui conforte un petit peu notre ami JP Morgan, d'où l'intérêt de la voir sortir le 6 décembre, un jour après bien évidemment l'annonce, cette annonce-là, ce discours-là, où on a Bizzalto, le co-founder, qui plaide coupable pour s'être occupé de 700 millions de dollars qui était en fait tout simplement illicite, dans lequel c'était du blanchiment d'argent, de crimes tout simplement, et ils expliquent que il était au courant, mais il a fermé les yeux parce qu'il était à Singapour et qu'il ne pensait pas qu'il allait se faire choper aux US. Mais du coup, il est allé à Miami et puis il s'est fait arrêter tout simplement. Et donc forcément, là, actuellement, 700 millions de dollars, ça fait quand même beaucoup. Encore une fois, le fait que ça tombe à ce moment-là, suite à cette interrogation, suite au fait qu'on essaie de faire passer
une loi anti-crypto dans la fin de l'année, c'est quand même relativement fort, d'accord? Donc on est quand même dans un travail vraiment de sap crypto, et on voit que c'est en train de s'accélérer. On continue les nouvelles avec une nouvelle qui n'est pas crypto, mais qui est plutôt macro, la rencontre entre Poutine et le prince saoudien, qui est vraiment important, notamment sur l'OPEC, dans lequel on sait que on va avoir certainement un impact. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ici le pétrole, on a encore chuté fortement. On est passé sous la barre des 70 $, donc ça veut dire, comme je vous ai expliqué, plus on passe du temps en dessous des 80 $, plus on se dirige vers les 65 $, plus les pays producteurs vont devoir faire une action pour pouvoir faire remonter le prix. D'accord, ça ne peut pas rester aussi bas, ou en tout cas ils ne veulent pas que ça reste aussi bas, de façon à pouvoir continuer à produire, maintenir leurs réserves, tout en permettant de garder leur manne financière. Donc il est impératif de maintenir les prix au-dessus de 70 et globalement au-dessus de 80. Donc je pense qu'on aura un ensemble d'annonces. Le fait de voir la rencontre entre les deux me fait dire qu'on devrait avoir un ensemble d'annonces, ou en tout cas on essaie de mettre la pression au pétrole pour faire remonter, alors qu'il y ait une annonce ou pas, juste le fait d'avoir une rencontre et d'avoir des discussions autour de ça, fait que, à un moment donné, on va avoir une pression qui va être effectuée au niveau des cours et des spéculateurs qui vont justement essayer de jouer le rebond. En même temps, techniquement, nous sommes dans une zone de rebond, alors nous sommes peut-être pas encore totalement, je pense qu'on peut aller plus bas, on peut aller titiller les 66, voire même ici le plus bas qui a été 63-71 dans cette zone de ranging, donc le bas de range, pour ensuite structurer une hausse et aller chercher un petit peu plus haut. En tout cas, ce qui est positif, c'est que l'inflation de la fin de cette année va être vraiment positive, donc ça veut dire qu'on va avoir vraiment une chute, une accélération de la chute de l'inflation dans les mois qui suivent, en tout cas sur le mois de décembre, et donc on devrait avoir vraiment une année 2023 qui a été symptomatique de la lutte contre l'inflation procédée par la SEC, mais est-ce que c'est vraiment la SEC qui a entraîné la chute de l'inflation? C'est vraiment la question qui va falloir se poser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se pose une question sur le SP500, dans lequel on a bien le travail de la résistance qui est en cours. On voit qu'on a une semaine qui est vraiment compliquée. Pourtant, on a des bons chiffres, hein. En vrai, on n'a pas de chiffres qui sont catastrophiques, on a les PMI qui sont plutôt positifs, on a ici la création d'emplois agricoles qui est légèrement à la baisse, mais en l'occurrence qui reste ok, on a les stocks de pétrole brut, qui sont plutôt cohérents par rapport à ce qu'on a l'habitude, et de toute façon, on est dans la zone de rechargement US, donc ça veut dire qu'on est en train de remplir les stocks stratégiques, et on attend, je pense fortement, vendredi 8 décembre, dans lequel on va avoir quand même pas mal d'informations sur le chômage qui va être vraiment regardé sur la possibilité d'avoir, oui ou non, une récession. Avant de parler crypto, je vous rappelle que vous avez la formation qui est disponible, qui est gratuite, dans lequel vous avez plus de 60 heures de contenu à travers un parcours pédagogique pour apprendre le trading, pour apprendre la blockchain, pour apprendre l'analyse technique, pour apprendre la crypto, pour apprendre l'investissement à travers des contenus vidéo, des guides et des QCM pour valider chacune des étapes de ce parcours pédagogique et de cette formation. Le tout disponible gratuitement grâce à nos partenaires. Je vous mets le lien en description et en commentaire et on attaque la partie crypto avec le BTC dans lequel on est toujours dans cette phase d'accélération haussière. On va revenir sur le court terme, mais je voudrais juste faire une petite pause ici parce que je commence à voir un shift qui est relativement important au niveau des informations qui tombent. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à cette dernière accélération, vraiment cette double accélération de cette semaine, de ce début de semaine, on commence à avoir des personnes qui considèrent qu'on va retracer fortement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le discours, systématiquement, ça va être tout simplement, on a progressé beaucoup, ça y est, on a suffisamment progressé, on doit retracer. Et en fait, le souci de ce discours-là, c'est qu'il n'a aucun sens, parce que on définit qu'il y a un trop d'accélération, on est allé trop haut, et qu'on ne peut pas aller plus haut que ça. Et en fait, quand on a ce biais-là, ça sous-entend que, à partir du moment où on va accélérer suffisamment, on ne peut plus accélérer, chose qui est totalement faux. D'accord, comprenez bien que quand on est dans une période de flux haussier comme ça, ou même flux baissier, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'élément déclencheur et la spéculation. D'accord? À savoir que le mouvement qui a été effectué ici, c'est un mouvement spéculatif basé sur les rumeurs de validation des ETF BTC, et tant qu'on n'aura pas la validation de ces ETF, le mouvement du flux, pour moi, continuera toujours, et qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de surzone, on pourrait pourquoi pas aller chercher les 75 sans aucun problème si on continue à alimenter cette rumeur. Comprenez bien qu'il n'y a pas de moment clé pour dire que on va se retourner sans qu'il y ait le moment
déterminant qui a entraîné le mouvement du flux, qui se termine. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir une latéralisation, ça c'est encore autre chose, mais comprenez bien qu'il n'y a pas de limite. Si on veut, on peut très bien aller chercher, comme on a en tête la target des 52, ou on peut très bien aller chercher, ici, on a un gap qui se trouve entre 62 000 et ici 60 000, d'accord, donc qui est une imbalance qui est plutôt classique, donc un gap haussier dans lequel on irait chercher cette zone, pourquoi pas? Ce sont des éléments qui sont tout à fait entendable, ce n'est pas parce qu'on a un RSI qui est en surachat qu'on ne peut pas continuer à avoir un cours qui pousse. Comprenez bien qu'il n'y a pas de limite, et que ce n'est pas parce que justement on considère qu'à un moment donné on aura un retracement qui est, en tout cas l'hypothèse que j'ai et que je défends depuis un certain temps, que on doit considérer qu'on est allé déjà trop haut et qu'on doit retracer. Non, ça veut dire que là actuellement on est dans un mouvement spéculatif, haussier, on accompagne le cours, tant qu'on n'a pas de signe de retournement. Et ça, c'est vraiment important. On accompagne le cours tant qu'il n'y a pas de signe de retournement. À chaque fois, le cours va continuer X fois son accélération, mais va se retourner qu'une seule fois. Comprenez bien que vous avez beaucoup plus de chance, en fait, en accompagnant le cours, parce que il peut continuer sa tendance infiniment. Bon, généralement, c'est rarement infini, mais en tout cas, peut-être 10, 15 fois sous des formes de latéralisation, alors qu'il va se retourner qu'une seule et unique fois. Et donc, ça veut dire que vous avez une probabilité de réussite qui est bien supérieure en accompagnant le flux qu'en étant à contre-tendance. Et justement, l'idée, c'est toujours d'être le plus possible du temps en tendance, de façon à pouvoir profiter de ces mouvements d'accélération, et justement, qui sont propres au BTC. Quand on voit des accélérations comme on a pu le connaître là, et quand on regarde le nombre de semaines d'accélération qu'on a à la suite, c'est plutôt positif, et donc on ne peut pas se mettre en face de ça, on accompagne ce cours. Bon, concrètement, court terme, ce qui est intéressant, c'est suite à la dernière accélération de mardi, on a une phase de latéralisation, phase d'accélération de mardi, on sait que c'est un gros short squeeze qui a été effectué, on a vu les datas qui ont été données, et dans lequel on a une forme de latéralisation, dans lequel on a mis en place un range avec pareil, accélération haussière, retracement, et ensuite on range, et on se statue. Là-dessus, ce qui va être important à voir, c'est que on a deux pôles qui sont donnés, premier, deuxième, qui est plutôt classique, qui sont les deux zones de liquidité. Pour moi, je pense qu'on risque de se retrouver dans la même typologie de pattern là, dans lequel on a une latéralisation ici, sur une rupture des 44 800 sur le CME, 44 750 pardon sur le CME, avec potentiellement un petit retest sur une petite time frame, on pourrait avoir une très grosse accélération qui serait identique en fait à la rupture qu'on a connue ici, donc grosse accélération, pour aller chercher les targets suivantes, et qui pourrait être aller chercher par exemple les 48 000 assez rapidement. Si jamais par contre on casse le niveau bas, donc les 43 790, et qu'on se statue en dessous, donc on fait un pullback dessus, très certainement on va aller retravailler l'order block qui se trouve ici, voire même pour moi le gap dans les 40 000, d'accord? Donc là on a vraiment la zone statutaire, je pense que la tendance elle est toujours maintenue, on est toujours dans une tendance purement spéculative, et ce qui est positif pour le BTC, c'est ce qui permet de porter vraiment ces mouvements là, surtout qu'on a un taux d'accessibilité du Bitcoin qui est relativement faible, dans lequel on a à chaque fois des mouvements qui sont très forts, parce que justement on a assez peu de BTC qui sont disponibles sur les markets, et donc derrière, tous les mouvements seront amplifiés. Ce qui va être aussi important de voir, c'est que sur l'open interest et l'order flow, on n'a pas grand chose qui change, on est toujours dans une partie statutaire, où on voit qu'on a l'order flow qui est plutôt correct, cohérent, dans lequel on a toujours des top traders qui sont en position, pas trop de shift depuis l'accélération haussière. Pareil au niveau du funding rate, on voit une petite descente, mais c'est relativement faible, et on a en fait une temporisation qui est somme toute relativement classique, et qui nous confirme qu'on est dans un schéma classique. Au niveau de la liquidation, pareil, on voit un schéma classique dans lequel on a les liquidités en haut et en bas qui sont en train de se statuer pour le prochain mouvement, donc dans des phases de latéralisation simples. Et ce qui est intéressant par contre à voir, c'est sur Kingfisher, on a deux choses. Un, on a toujours le perp, donc le CVD perp agressif, donc ça veut dire que c'est vraiment un mouvement qui est porté au futur. Et l'autre élément qui est à considérer, c'est que malgré ici les liquidités qui sont court terme, on voit que les personnes long terme, enfin moyen terme, on va dire sur le BTC en longue et en short, ne sont pas présents, d'accord? Ça veut dire que on attend potentiellement des mouvements impulsifs à la hausse ou à la baisse qui sont assez forts. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à se placer dans ces zones-là. On se place en dessous de la précédente accélération, dans lequel on voit beaucoup de liquidités qui sont en dessous de 40 000, d'accord? Qui est vraiment, je pense pour la majorité des personnes, le niveau qui va être défendu. Et en haut, pareil, on va chercher quoi? Les 48 000. Donc ça veut dire que le prochain short squeeze, si jamais il y est,
ne sera pas alimenté par les positions existantes, mais par des nouvelles positions qui seront ouvertes avec des très forts leviers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et nous, on se retrouve à 13h30 pour la crypto que vous avez sélectionnée. Faites la crypto de Fetch AI et on se retrouve donc à 13h30.